Je suis issu d'une formation d'école d'ingénieur en chimie et parallèlement, j'ai fait un double diplôme à Montréal, donc ce qui m'a permis de me former sur la science des matériaux. Et actuellement, depuis octobre, donc c'est vraiment tout récent, je suis donc doctorant pour la préparation d'une thèse sur l'oxydation haute température des alliages de titane pour l'aéronautique. Et donc, j'ai l'occasion aussi de côtoyer beaucoup de personnes, autant des doctorants que des professeurs, des chercheurs, qui travaillent aussi dans le milieu du nucléaire. Donc, l'aspect sécurité nous est assez familier du point de vue des matériaux. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Voilà pour la présentation. Oui, ben, tu peux poursuivre, donc nous t'écoutons. Alors, il va falloir que tu m'actives le partage d'écran. Donc, en bas, sur écran partagé, normalement, tu as une petite flèche à droite sur le logo vert. Et ça doit être activé partage pour tous ou quelque chose comme ça. Ah, si. Super, ça marche Alain. Merci. Et donc, c'est parti. Pour ne pas perdre plus de temps. Normalement, vous voyez tous mon écran. Et donc, c'est parti. Alors, comme l'a bien résumé Alain, on va parler ce soir des politiques énergétiques à aborder dans le cadre de la France de demain. Mais je pense qu'on est tous d'accord ensemble pour convenir que la France de demain, c'est une France souveraine et libre, libre de ses choix, libre de ses orientations politiques. Et donc, on va chercher les politiques énergétiques qui s'inscrivent dans ce principe d'une France souveraine, d'une France libre. Donc, tout d'abord, on va essayer de définir ensemble ce qu'est une politique énergétique et pourquoi il nous en faut une. Après tout, on pourrait dire, bon, on fait un peu n'importe quoi et on y va comme ça. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Et donc, la principale raison pour aborder une politique énergétique, c'est évidemment le contexte environnemental qui indéniablement est en train de changer. Et donc, il existe un changement climatique, ça se caractérise assez facilement déjà dans les nombreuses publications scientifiques et même, il suffit de l'observer. Il se caractérise par quoi, scientifiquement parlant? Par une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère terrestre depuis 150 ans, globalement depuis l'ère industrielle. Néanmoins, il y a eu dans l'histoire de la Terre, qui est un peu plus vieille que notre histoire humaine, il y a eu déjà des cycles d'augmentation et de diminution de ces gaz à effet de serre. Néanmoins, il y a quand même un effet de corrélation, notamment sur ce qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, qui est intrinsèquement lié à la production due à une activité humaine. Néanmoins, je tiens tout de même à préciser que sans gaz à effet de serre, la température moyenne sur Terre serait de moins 50 degrés, ce qui fait qu'on a besoin de gaz à effet de serre. Et le principal gaz à effet de serre actuellement, c'est de la vapeur d'eau. Le CO2 représente quelques centaines de parties pour million, c'est-à-dire vous avez quelques centaines de molécules de CO2 sur 1 million, ce qui est quand même relativement peu. Faut remettre le tout dans le contexte. Et c'est grâce à la vapeur d'eau, notamment, que l'on a une atmosphère qui est vivable pour l'homme, ce qui nous permet d'avoir une température moyenne sur Terre, moyenne, donc prenant les pôles et prenant les zones très chaudes, d'environ 14-15 degrés. Néanmoins, cette température moyenne, souvent qu'on approxime, surtout dans les journaux et dans les médias, par la température terrestre, c'est en réalité la température moyenne annualisée terrestre, c'est-à-dire on regarde sur la surface de la Terre, un peu partout, on prend la température chaque jour et on fait une moyenne n'importe où, sur n'importe quelle surface, continent et océan compris. Et donc, cette température moyenne, qui est plus 14, plus 15 degrés, c'est elle qui augmente
depuis 150 ans, et c'est elle dont on fait référence, du moins sa variation, quand on parle des plus 1,5 degrés, par exemple dans la COP 21 qui a lieu à Paris, dans les accords de Paris, c'est cette température auquel on fait référence de sa variation à plus 1,5 degrés. Souvent, on prend l'année 1900 comme référence, ou 1850, un des deux. Mais le fait qu'il y ait une augmentation du gaz à effet de serre, ça provoque cette augmentation de la température terrestre et ça aussi augmente la multiplicité des phénomènes météorologiques dits extrêmes. En effet, on le voit très clairement, il y a une multiplication des tempêtes, des pluies diluviennes, mais aussi des sécheresses, ça va dans les deux sens, ces dernières années. Et on le voit, on est d'autant plus touché chez nous en France. C'est quand même très rare d'avoir des phénomènes de pluie diluvienne où il y a l'équivalent de 2, 3, 4 mois de pluie qui tombent en quelques jours. Donc ça, c'est aussi une manifestation d'un changement climatique. Et c'est pour ça que parler de réchauffement climatique n'a pas aussi, non plus tellement de sens, parce que ça nous restreint seulement à la notion de température, le fait de parler de réchauffement climatique, alors que le changement inclut tous ces phénomènes météorologiques qui n'existaient pas moins fréquemment il y a 50, 100 ou 150 ans. Néanmoins, il y a quand même un deuxième contexte qu'il ne faut pas oublier, c'est un contexte social aussi. Alors pourquoi social? Puisqu'il va apparaître dans des zones de la Terre des climats que l'on qualifie d'invivables. C'est-à-dire qu'il y aura des zones où la température à l'extérieur sera supérieure à la température corporelle, c'est-à-dire 37 degrés, pour faire simple, et dont l'humidité sera très élevée, 90-95% d'humidité. Ce qui fait que votre corps ne pourra plus se refroidir comme il fait actuellement. Là, actuellement, s'il fait 10 degrés dehors, votre corps il se refroidit du fait qu'il fait froid dehors. C'est comme ça que l'on fonctionne. Donc, il produit de l'énergie pour se réchauffer. Mais si vous faites l'inverse, généralement, quand on a trop chaud, on transpire. Grâce à la sudation, on permet de réguler la température du corps. Or, si l'humidité à l'extérieur est très élevée, 95-100%, admettons, comme si vous étiez dans une piscine d'eau, eh bien, vous ne pouvez plus réguler votre température. Et c'est ça, un climat invivable. C'est le fait d'avoir une température très élevée, donc 37 degrés généralement, et une hygrométrie très élevée aussi. Et ça, d'ici 2050, 2100, il faut s'attendre à avoir des zones sur Terre. Globalement, c'est autour de l'équateur. Donc, on va avoir l'Afrique centrale, l'Amérique, la partie nord de l'Amérique du Sud, donc la partie Amérique centrale, l'Australie aussi en partie dans ses déserts, et l'Asie centrale. On va avoir des zones où on va avoir des climats de plus en plus invivables, c'est-à-dire un certain nombre de jours dans l'année, peut-être 20, 30, 50 jours dans l'année, où ces conditions, donc réunies, une température très élevée, une forte hygrométrie, feront que ça ne sera plus vivable dans le sens, vraiment au sens strict du terme, ou sinon il y a une mort due à la haute température. Et donc ça, évidemment, ça va entraîner une migration climatique. Et cette migration, elle va se dénombrer en centaines de millions de populations. Alors, ce ne sera pas localisé sur une seule région, un seul pays, mais même si on prend à l'échelle de l'Europe continentale, est-ce que l'Europe continentale sera prête à affronter une migration de 100, 200 millions de personnes? Il faut en prendre aussi en compte dans la politique énergétique, ou du moins il faut faire en sorte que le climat ne devienne pas à ce point catastrophique. Maintenant, on va chercher à savoir comment on évalue cette politique énergétique. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi se confronter à la réalité et se dire telle politique énergétique est bonne pour l'environnement et d'autres est mauvaise. Et on pourrait croire que c'est complètement subjectif. Or, il existe des moyens qui sont complètement objectifs, scientifiques, qui permettent de discréditer une politique énergétique ou une autre. Et la première, on l'a dit, on a une émission de gaz à effet de serre qui est en augmentation, principalement du CO2. Si je fais des raccourcis, je parlerai souvent de CO2,
directement que de gaz à effet de serre, parce qu'il y en a plein d'autres, mais globalement, c'est principalement le CO2. Et donc, on peut mesurer l'augmentation des gaz à effet de serre, tout simplement, ce qui permettra, si on applique une politique énergétique, si l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre augmente, la politique énergétique n'est pas bonne, et si cette variation diminue, eh bien, on émet de moins en moins, donc là, la politique énergétique est correcte. Et donc, on peut le faire de plusieurs façons, soit juste on prend la valeur brute, c'est-à-dire tel pays ou telle région d'un pays ou telle région du monde émet tant de CO2 par jour, par an, on peut prendre n'importe quelle échelle temporelle, mais on peut aussi le normaliser vis-à-vis de la population. Et d'ailleurs, c'est un peu plus raisonné, puisque évidemment que la Chine va produire beaucoup plus que la France, du fait que la population n'est quand même pas la même. On peut aussi qualifier vis-à-vis de technologie, donc la production d'énergie. On va rapporter cela à l'énergie que produit donc, soit la centrale nucléaire, soit l'éolienne, soit le panneau photovoltaïque ou le barrage hydroélectrique. Donc ça aussi, ça peut être un bon moyen de dire, OK, la centrale nucléaire, elle émet tant de gaz à effet de serre par térawattheure produit, l'éolienne tant, mieux vaut une centrale nucléaire qu'une éolienne. Juste rapidement, si on regarde les émissions globales dans le monde, ici ce sont les chiffres de 2017, vous avez en abscisse l'axe horizontal, la population en milliards d'habitants, et en ordonnée, donc l'axe vertical, l'émission de CO2 par habitant et par an en tonnes. Ce que l'on voit, c'est étant donné que c'est rapporté à la population, plus cette valeur est grande, moins bon est le pays ou la région considérée. Et donc, on voit que les pays du Moyen-Orient, les pays pétroliers, sont quand même de très mauvais élèves, malgré une population très faible, et donc la valeur en soi de leur émission est très faible, beaucoup moins que la Chine. Il suffit de regarder l'aire du rectangle. En fait, c'est un rectangle très fin, donc l'aire est assez petite. Néanmoins, par habitant, ils contribuent beaucoup plus que la moyenne. Donc, ils sont à 21 et la moyenne est à 4. Donc, c'est à eux de pénaliser aussi. Évidemment, ils ont le pétrole, donc ça les aide. Et on regarde que la Chine, elle, plutôt une moyenne assez haute, mais ils sont tellement nombreux que ça en fait donc les premiers émetteurs de CO2, mais qu'une simple variation à la baisse de quelques points ou quelques dixièmes de points d'émissions par an ferait en fait un impact plus significatif que nous si on divisait par deux nos émissions. Regardez juste la France, par indication, c'est le petit rectangle bleu clair ici. On est pile poil à la moyenne mondiale. Et on est mieux que la plupart des autres pays de l'OCDE, de l'Europe ou de l'Eurasie, qu'ils appellent, donc Europe, Asie concentrée. Donc, on est à peu près dans la même lignée. Les Anglais sont un peu au-dessus de nous. Globalement, en Europe, on est quand même à peu près bien lotis, ça dépend. L'Allemagne est dans ce rectangle vert aussi, les autres pays de l'OCDE, parce que l'Allemagne et la Pologne, eux, polluent énormément, on le verra juste après. Et en effet, je réagis juste à une petite surprise. C'est vrai que l'Inde émet peu par habitant. C'est vrai qu'ils sont moins industrialisés, ou du moins peut-être en moins grande quantité que la Chine. Et ils ont une population comparable. Et donc, c'est souvent lié, et on le voit, c'est corrélé assez positivement avec la pauvreté de la région considérée. Donc, pour revenir sur l'évaluation de la politique énergétique, on peut prendre cette valeur brute, mais l'objectif principal, c'est de réaliser des analyses de cycle de vie. C'est un terme un peu barbare pour dire quoi? Pour dire que pour un produit donné, donc on va parler par exemple d'une centrale électrique, on va prendre le coût carbone de la centrale électrique, de l'extraction des minerais qui sont nécessaires à fabriquer la centrale, de sa distribution, de son usage, jusqu'au recyclage et au réemploi, donc pour une centrale nucléaire, jusqu'au démembrement, au démantèlement de la centrale. Donc, il faut caractériser une politique énergétique sur l'émission de gaz à effet de serre,
mais sur l'entièreté de la vie du produit et pas seulement sur l'utilisation. En effet, une centrale nucléaire, dans l'utilisation, n'émet pas de CO2. Une éolienne non plus. Quand une éolienne tourne, elle n'émet pas de CO2. Un panneau photovoltaïque non plus. Néanmoins, dans leur fabrication ou dans l'acheminement des combustibles d'uranium, il y a du CO2 d'émis et cela, il faut en prendre compte pour l'évaluer correctement, la politique énergétique. Mais on va le voir, c'est un impact très important, surtout sur le photovoltaïque. Maintenant qu'on a ces petits outils, on va regarder en France comment se répartissent de façon sectorielle les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous permet de donner quelques clés, quelques pistes sur quel domaine d'activité il faut agir pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, même si on est quand même de bons élèves. Et donc, le premier secteur à 30%, donc un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre, sont regroupées dans le domaine des transports. Ce qui paraît un peu normal, étant donné qu'on n'a pas une électrification de nos transports qui est massive, c'est relativement récent. Et dans le transport, on compte aussi l'avion, le bateau, donc les cargos, et il y a tout le transport individuel, le fret, etc. Il n'y a que dans le ferroviaire qu'on n'est plutôt pas trop mal, puisque tous les TGV sont électriques en France. Par contre, les trains régionaux ne le sont pas tous. Donc, ça peut être un moyen encore de levier. Et en général, le transport est quand même le signe noir des émissions de gaz à effet de serre en France. Le deuxième domaine, c'est le résidentiel et le tertiaire. Je le regroupe dans le même domaine puisque les problématiques sont les mêmes. C'est notamment dû aux problématiques de chauffage. Que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire, on se chauffe de la même façon. Soit c'est un radiateur électrique, donc ici, il n'y a pas trop de problème, en tout cas pour la France. Mais il y a aussi souvent des chaudières à gaz, donc souvent dans les bureaux des grandes entreprises. On ne s'embête pas, c'est des chaudières gaz, et très peu d'électrique. Pour le résidentiel privé, c'est plus compliqué puisque ça demande à mettre des politiques, à mettre une politique donc pour remplacer les chaudières fuel, gaz, ou du moins les perfectionner pour diminuer cet impact. Il y a aussi l'isolation qui rentre en compte, mais ça c'est beaucoup plus complexe et ça ne peut pas se faire en un jour. Et il faut une vraie action politique plus que de demander à une retraitée, je fais référence à une certaine ministre très récemment, on ne peut pas demander à une retraitée qui n'a que 8 € par jour pour vivre de changer son système de chauffage. C'est juste inadmissible. Donc, il faut l'accompagner pour le faire. Le troisième secteur, c'est l'agriculture. Et il y a une partie, c'est tout à fait normal. Il y a une partie déjà, les bêtes ont une activité du fait que ce sont des animaux vivants et donc émettent des gaz à effet de serre, tout comme nous. On ne va pas se limiter non plus, on ne va pas réduire la population mondiale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment pas. Néanmoins, dans l'agriculture, on compte aussi, et c'est la grande majorité, la production des produits intermédiaires et notamment tout ce qui est pesticides, engrais. Tout cela sont produits à partir de dérivés du pétrole, notamment pour l'hydrogène. On va revenir un peu plus loin. Pour les engrais azotés, on a besoin d'hydrogène. L'hydrogène est produit mondialement à 96% de dérivés pétroliers ou du gaz. Et donc, c'est là aussi la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture. C'est dans tout ce qui regroupe ces produits dérivés, la fabrication des pesticides, des engrais. Quatrième secteur, c'est le secteur industriel. Donc, on voit entre le résidentiel, l'agriculture, l'industrie, c'est à peu près réparti équitablement. L'industrie, pourquoi? Parce que dans l'industrie, on a toujours besoin de chauffer. Autant dans l'industrie agroalimentaire, si vous voulez faire des pâtes, vous avez besoin de chauffer. Très souvent, c'est des chaudières à gaz. Mais aussi dans le secteur un peu plus technique, mon secteur, par exemple, qui me concerne, la métallurgie, on a évidemment besoin de chauffer. Des progrès sont faits pour faire des fours électriques. Ce n'est pas encore développé massivement et c'est beaucoup de fours à gaz. Des entreprises qui fabriquent les baies vitrées ou les vitres, les fenêtres d'habitation
Là aussi, c'est énormément de gaz qui est utilisé pour chauffer les fours. On monte à 1300 degrés. Malgré qu'il existe des technologies, l'investissement est très coûteux. Ça demande évidemment une ressource en électricité qui est énorme. Et donc, il faut y aller aussi petit à petit pour ne pas braquer nos industriels puisqu'on en a besoin sur le sol français. Et enfin, et il n'arrive qu'en 5e position, c'est la transformation d'énergie. Et dans la transformation d'énergie, on compte notamment l'électricité. Pas que, mais principalement l'électricité. Et on voit que notre électricité est quand même bien logée. C'est seulement 10%, même pas 10%, parce qu'il n'y a pas que l'électricité là-dedans, des émissions de gaz à effet de serre. En effet, on est très majoritairement on a une électricité très majoritairement produite par le nucléaire, 70%, ça dépend des jours, on va le voir. Et de fait de cette transformation d'énergie, mais il n'y a pas que ça, hein, on peut aussi parler de la fabrication de batteries, ça en fait partie aussi là-dedans. Et ce qui en fait quand même un bon élève, l'exemple de la France, pour s'exporter à l'étranger, pour montrer que notre modèle électrique tient la route. Et enfin, juste pour compléter, 3 autres pourcents qui viennent de domaines un peu plus annexes. Ce soir, comme on n'a pas le temps d'aborder tous les domaines, on va focaliser sur 2 principalement. La transformation d'énergie, notamment l'électricité, parce que là, je suis rarement pessimiste dans le domaine, mais l'heure est grave, je dirais, et le transport, puisque les 2 sont intrinsèquement liés. Alors, il y a chaque année l'entreprise RTE, Réseau de transport électrique, donc une entreprise française, filiale d'EDF, qui publie chaque année un bilan électrique français. Et donc, le dernier que l'on a, c'est celui de 2020. Celui de 2021 devrait sortir dans pas très longtemps. Et donc, qui répartit la production d'électricité sur l'année 2020 par filière. Et donc, c'est là où on voit où la part de notre mix énergétique, notre mix électrique, plutôt, devrais-je dire. Et donc, on a pour 61% de l'électricité d'origine nucléaire, 67%, pardon, 13% l'hydraulique, qui en fait la première électricité, une première énergie renouvelable de France, l'hydraulique, tout comme dans plein d'autres pays. Le Québec, notamment, est très spécialisé dans l'hydroélectricité. Ensuite, l'éolien qui vient à un peu moins de 8%, le thermique fossile, qui prend quand même une part aussi importante que l'éolien à 7,5%, le solaire très peu, c'est un peu normal, et les bioénergies 2% aussi, c'est assez dérisoire, 10 TWh, c'est assez peu. Si on met à cela en parallèle les émissions de gaz à effet de serre, donc de CO2, ou de CO2 équivalent, on va dire, parce que chaque gaz à effet de serre ont des rôles un peu plus importants que le CO2 ou un peu moins, donc on peut pondérer, mais cela rapporté sur la quantité d'énergie produite, donc en kilowatts. Et donc, un rapport du GIEC nous donne en 2014, alors ce sont des données mondiales, ça mériterait d'être plus spécifique, par exemple sur le cas de la France ici. Et donc, on voit en fait que le nucléaire, l'hydraulique ou l'éolien restent les énergies, les moyens de production qui produisent le moins de CO2 par kilowattheure produit. Et donc, les deux, alors, les valeurs ne sont pas à prendre brut pour point, ce sont des médianes qui dépendent énormément de paramètres, la durée de vie des centrales nucléaires notamment, ou des éoliennes, les matériaux utilisés pour fabriquer une éolienne, un barrage hydraulique. Donc, globalement, la tendance est là, c'est que ces 3 moyens de produire l'électricité restent quand même ceux qui nous coûtent moins en termes de CO2, de carbone. S'en vient ensuite le solaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, le solaire en soi, une fois qu'il est sur votre panneau de maison, il ne produit pas de CO2. Par contre, c'est dans sa production et dans son recyclage que ces émissions de CO2 sont réalisées. Et donc, 40 grammes par CO2 par kilowattheure. Pourquoi? Il y a déjà le transport, ils proviennent principalement de Chine, et il y a aussi l'extraction des minerais, notamment le silicium, pour faire la silice à la fois du verre et des composants à l'intérieur. Et cela nécessite énormément d'énergie à produire. Comme ils sont produits en Chine, c'est des centrales charbon, donc il n'y a même pas à compter. Et le recyclage, c'est relargué en Afrique. Il y a eu un très bon reportage là-dessus il y a 2-3 mois sur M6 pour dire qu'en fait, notre moyen de recyclage, il n'existe pas.
Et je rebondis sur une petite question de la discussion. Ici, dans l'éolien, si on compte la fabrication, justement, ce sont des données d'analyse de cycle de vie. Ici, c'est une moyenne du GIEC. Ça peut dépendre du matériau utilisé pour l'éolienne, entre la fibre de verre, la fibre de carbone, quel type d'acier ou autre, ça peut diverger. Et aussi quel type d'éolienne. Entre une petite éolienne particulière ou une grosse éolienne offshore que l'on met à détruire nos belles baies de Saint-Brieuc ou au large du Croisic, eh bien, ce sont différents. On voit ici le thermique, hein, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le préciser beaucoup. Les centrales charbon, gaz, bah, évidemment, ça pollue énormément. Donc, on peut regarder sur le site, et je l'ai vu que dans la discussion s'est passée, le site de la RTE, donc il y a une application aussi, ECO2 Mix, qui permet d'avoir les données en temps réel de notre production électrique à l'échelle nationale et aussi à l'échelle régionale. Et donc là, c'est pour la journée de vendredi, juste là, vendredi dernier. Et donc, on a en moyenne donc, cette répartition. Vous avez la grosse partie en vert qui est quasiment constante tout au long de la journée, c'est le nucléaire. Et donc, ça représente 60-65% d'électricité. En vert foncé, ici, vous avez ce qu'ils appellent les échanges physiques. C'est quoi ici? Étant donné que c'est positif, c'est en fait de l'import-export. Cette journée-là, on avait besoin d'importer de l'électricité. Cette électricité vient d'où? Bah, nos pays voisins, globalement. Donc, on va prendre l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Royaume-Uni, pardon, l'Italie. Si elle provient de l'Allemagne, vous n'êtes pas censé savoir que l'Allemagne émet 8 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France. Donc, ça a augmenté notre coût carbone lorsque l'on importe de l'électricité allemande. Néanmoins, quand nous, on exporte chez eux, eux en tirent tous les bénéfices de notre énergie nucléaire qu'ils ne veulent plus à la suite de l'accident de Fukushima et d'une décision de Angela Merkel. Le reste, on voit ici, donc on a l'hydraulique qui est un bon moyen de gérer les fluctuations de demande électrique, donc entre les forts coûts, donc le matin très tôt ou le soir, on a une demande en électricité qui augmente et donc ces demandes peuvent être facilement gérées avec de l'hydraulique. On a la toute petite part du solaire ici. En jaune, vous avez le charbon, l'éolien en bleu foncé ici aussi. Et vous, alors ça se voit peut-être un petit peu ici, vous avez une zone un peu marron, ce qu'on appelle le pompage. Il existe en France des endroits où vous avez un lac d'altitude, un barrage et plus bas un autre lac. Et donc, ça fait partie donc, de la catégorie de l'hydraulique. Et dès lors que l'on produit plus d'électricité que l'on en a besoin, on utilise cette électricité pour pomper du lac inférieur pour remonter l'eau vers le lac d'altitude, ce qui nous permet en fait de renouveler l'hydraulique. Ça, c'est sur des systèmes, ce qu'on appelle les STEP, qui sont des systèmes différents d'un barrage hydraulique classique où il y a un flux continu, notamment sur un fleuve, admettons, ou une rivière, où il y a un flux continu. Là, ça permet en fait, c'est un moyen de stocker l'électricité, qu'on appelle avec une énergie mécanique, l'énergie potentielle, où on remonte l'eau, ce qui nous permet, en la faisant chuter, d'activer une turbine et de faire de l'hydroélectricité. Et donc, cette électricité-là ne coûte rien. On pompe seulement quand on a trop d'électricité. Donc, c'est assez rentable. C'est du fait que le nucléaire ne soit pas si pilotable que ça. On ne peut pas réduire le régime d'une centrale nucléaire aussi facilement que pour un barrage hydraulique. Et on voit un petit peu ici, en bleu foncé, donc c'est l'évolution de l'éolien. Et en fait, l'exemple de lundi dernier aurait été meilleur parce qu'il y a eu énormément de vent en France ce lundi, et donc il y avait beaucoup d'éoliens. Et là, il y a très peu d'éoliens. Ce qu'on appelle l'intermittence. Ça se voit aussi avec le soleil. Évidemment, quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil. Et c'est quoi l'intermittence? J'ai trouvé des données provenant d'Allemagne sur la production éolienne à gauche et la production solaire à droite. Ces données nous disent que les Allemands produisent 80% de leur énergie éolienne en seulement 6 mois de l'année. 80% d'origine solaire
en 2 mois et demi de temps. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre vraiment l'intermittence de cette énergie, c'est-à-dire que, et pour le solaire, on peut le voir, on atteint vite 100% à quasiment 50% de production. En fait, elle ne fonctionne pas à plein régime et elle ne fonctionne pas tout le temps. C'est problématique. Et donc, on ne peut pas se baser comme les écolos, bobos, gauchos et tout ce qui s'en suivent sur une électricité purement renouvelable. Ça ne tient pas debout. On le voit très clairement sur ces données. On ne peut pas dire aux Français, eh bien, 6 mois dans l'année, vous aurez une chute de 80% de votre électricité. Donc, vous vivrez dans le noir, vous n'utiliserez pas de frigo. Votre voiture électrique, parce qu'il faudra une voiture électrique, vous ne pourrez pas la recharger, à moins de pédaler sur un vélo électrique, etc. Ça ne tient pas debout, les énergies renouvelables intermittentes. Et donc, pourquoi le nucléaire plutôt que les énergies renouvelables intermittentes? Déjà, on peut aussi raisonner de manière économique. La France est leader mondial dans le domaine du nucléaire. Nous voulons tous, je suppose, avoir une France souveraine, libre et qui se déploie à travers le monde. Pourquoi gâcher cette compétence que l'on a déjà gâchée depuis des décennies à ne plus construire de centrales nucléaires, à s'exporter mais à petit feu? Pourquoi on va gâcher ce talent? Rappelons quand même que c'est sous l'impulsion du général de Gaulle que nous sommes aujourd'hui leader mondial du domaine nucléaire, le général de Gaulle ayant créé le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, en 1945. Donc, juste à la sortie de la guerre. Et il y avait même un commissariat à la reconstruction. Pour continuer sur les raisons économiques, on a ici un calcul assez simple sur la situation à peu près actuelle, un peu moyennée, sur le coût du nucléaire, de l'éolien dit onshore, donc c'est en terre, à contrario le offshore, donc en mer, et PV, c'est photovoltaïque. Et donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est, oui, une centrale nucléaire, on ne va pas se cacher, c'est quand vous voulez la construire, elle coûte très cher. Un EPR, surtout l'EPR de Flamanville actuellement, il coûte extrêmement cher. Ce n'est pas pour autant que la technologie est mauvaise, mais on est sur 12 à 15 milliards par an. On peut cibler pour les prochaines années un coût de 8 milliards d'euros pour un EPR. Donc, ça coûte énormément cher. Mais ramené à la quantité d'électricité que ça produit, à l'année de production et au fait que l'on peut aussi utiliser le nucléaire de façon quasi permanente, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge, 75% du temps. Donc là, on enlève les coûts de maintenance, etc. L'éolien, ce n'est que 30%. Le photovoltaïque, c'est 10%, 15%. Donc évidemment, tout cela rapporté fait que si le nucléaire, ça nous coûte 1, l'éolien, en moyenne, nous coûte 6 fois plus cher. Le photovoltaïque nous coûte 12 fois plus cher. Bon, là, si ce n'est pas une bonne raison pour dire qu'il faut le nucléaire, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi. Donc, aussi, réponse à M. Jadot, non, le nucléaire ne coûte pas plus cher qu'une éolienne. Il y a une dernière raison, c'est aussi une mauvaise idée que l'on se fait tous, c'est le nucléaire, c'est dangereux. Alors, oui, les radiations, la radioactivité est dangereuse. Il ne faut pas faire la radioactivité, même le principe, même, on ne va pas faire des radios tous les jours. Bon, ok, on ne va pas côtoyer des déchets nucléaires chez soi, c'est vrai. Néanmoins, si on regarde au nombre de morts, que ce soit des morts dues à un accident ou des morts indirectes dues à des cancers dus aux radiations, etc., rapporté à la quantité d'énergie produite, le nucléaire, c'est ridicule. Vis-à-vis, évidemment, du charbon, vous avez énormément de problèmes respiratoires qui arrivent avec les particules fines, etc., mais aussi vis-à-vis du gaz. Et là, il n'y a pas les énergies renouvelables. J'ai ajouté juste 5 minutes avant de commencer. Il y a aussi une nouvelle étude que je pourrais mettre dans la présentation juste avant de vous l'envoyer, qui montre que même avec un panneau photovoltaïque, vous arrivez à avoir des taux d'accident
donc même de maladie ou de mortalité, qui est plus élevé qu'avec le nucléaire, qui est vraiment ridicule. Ici, il y a même les accidents, les morts indirectes de l'accident de Tchernobyl, compris. Il faut bien s'entendre là-dessus. Donc, voilà pourquoi le nucléaire vis-à-vis des énergies renouvelables intermittentes. Maintenant, si on fait une photographie de notre parc nucléaire français en 2019, petite précision, maintenant, il n'y a plus Fessenheim. C'est 56 réacteurs qu'il y a en France. Le dernier, donc tous des réacteurs à eau pressurisée, donc de deuxième génération, sauf le PR de Flamanville, qui n'est pas encore en service, qui est un réacteur de troisième génération, le réacteur Flamanville 3. Et donc, tous sont de deuxième génération. Le dernier a été mis en service en 2002. C'est-à-dire, on va fêter cette année les 20 ans où on n'a pas remis en service de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce qui donne donc une idée sur la nature de notre parc nucléaire et du fait de son âge. Tous les réacteurs ont évidemment plus que 20 ans, puisque la dernière mise en service, c'était il y a 20 ans. Et si on regarde plus en détail, l'âge médian, la moitié des réacteurs français ont plus de 35 ans. 30% ont plus de 40 ans, sachant que ces réacteurs étaient notamment prévus pour ne fonctionner que 40 ans. Et ils ont déjà plus que 40 ans à 30% d'écart. Et donc là, je vous dirais, normalement, aujourd'hui, là, tout de suite, on devrait couper 30% des réacteurs. Ce n'est pas 30% de la production, parce que c'est des petits réacteurs qui produisent moins, comme les réacteurs de budget, mais c'est, je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une vingtaine de pourcents dans la production. Donc, normalement, on enlève 20% de notre électricité. Là, tout de suite, maintenant. Ce n'est pas acceptable. Et ça, pourquoi? C'est 30 ans, 40 ans d'inactivité en termes de politique énergétique par une frousse terrible de l'accident de Tchernobyl, à raison sur les faits des accidents nucléaires, et Fukushima. Mais au lieu de ça, on a préféré décaler le problème à 5 ans, à 5 ans, à 5 ans, au fur et à mesure des présidentielles, au lieu de se consacrer à la tâche. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se donner le temps d'en construire de nouveau. Et donc, il y en a 16. Les 30% des réacteurs qui ont plus de 40 ans, c'est 16 réacteurs en France. Donc, ce qu'il faut, c'est faut en construire de nouveaux. Sinon, on n'a plus d'électricité. Ou bien du charbon, comme c'est le choix des Allemands. Ils ont abandonné leur électricité nucléaire au profit du charbon. Et donc, ce qu'il faut, c'est exploiter ces centrales jusqu'à 60 ans. Évidemment, si la centrale présente un risque vraiment très important d'accidentabilité, il faut l'arrêter tout de suite, évidemment. Il n'est pas question de prendre des risques, mais il faut essayer de l'exploiter le plus possible. Et il faut réussir à en construire au moins 10 pour combler juste les 30% qui ont plus que 40 ans, c'est 10 EPR. Donc, on peut compter celui qui est en cours, mais bon, au rythme où on va, en effet, on a un peu de mal. Et donc, ça, c'est sur les 20 ans, puisque si on exploite jusqu'à 60 ans, ça ne nous donne que 20 ans pour en construire 10. Et on a une demande qui est en forte croissance. En réalité, les projections, toujours de RTE, dans leur rapport Futur énergétique 2050, qui a été publié, je crois, l'an dernier, montrent qu'entre aujourd'hui et 2050, on va avoir besoin, dans une trajectoire de référence qui n'est pas optimiste, pas pessimiste à vouloir une décroissance énergétique comme une grosse partie de la gauche ou de la France insoumise, mais une tendance qui est logique. On va avoir beaucoup plus de véhicules électriques au fur et à mesure, étant donné en plus qu'il y a des interdictions à partir de 2040 de la vente de véhicules thermiques. Donc, il faudra bien trouver quelque chose. Donc, on va demander de l'électricité. L'industrie aussi va s'électrifier. On va produire de l'hydrogène bas carbone, etc. Donc, sur les 30 prochaines années, c'est 35% d'augmentation. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 10 EPR, ça ne prend pas en compte l'augmentation de la demande. C'est juste un remplacement 1 pour 1 pour produire la même quantité d'électricité aujourd'hui. Donc, il faudrait construire à nouveau 14 EPR pour absorber cette hausse de 35%.
je pense que donc, ça fait 25 EPR sur une échelle de temps 30 ans. On n'en a pas sorti un en 15 ans. Vous comprenez un peu ma réticence ou mon pessimisme que je vous évoquais avant de débuter. Et donc, on voit principalement, en fait, pourquoi on a cette augmentation, c'est principalement dû au transport, en fait, d'avoir ce véhicule électrique. Et le transport, on l'a vu, c'est là où on émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, on va se focaliser un peu plus sur le transport pour finir la formation. Et donc, on va se demander quel véhicule propre on va choisir. Aujourd'hui, quel type de véhicule nous avons? On a celui qu'on a tous, hein, on ne va pas se le cacher, le diesel ou l'essence. Il y a aussi les biocarburants qui est un bon compromis, c'est-à-dire que le colza qui est utilisé pour le biocarburant, il absorbe du CO2 pendant qu'il pousse. Nous, ensuite, on en réémet. En fait, c'est à peu près neutre. On a l'hybride aussi qui est un mélange entre l'électrique et le diesel. OK, on a l'électrique et on a l'hydrogène. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Quel véhicule, vraiment, sur les données comme on fait depuis le début, quel type de véhicule émet le plus de CO2 ou le moins de CO2 alors, non plus par kilowattheure produit, parce que là, c'est la production, mais par kilomètre parcouru. Mais du début à la fin de vie, c'est bien la construction d'une batterie électrique, le stockage, la production de l'électricité, si on veut faire de l'électrique. Et donc là, on a un premier graphique qui nous montre donc, les valeurs pour l'essence et le diesel. On est à peu près à 250 grammes de CO2 par kilomètre parcouru étendu sur l'ensemble de la durée de vie. Et évidemment, comme on vient de le voir, selon les pays dans lesquels on se trouve en Europe, eh bien, notre véhicule est plus ou moins propre, même électrique. Aller en Pologne, où il y a une électricité très carbonée, encore plus qu'en Allemagne, et pourtant ils sont bien réputés pour émettre beaucoup de CO2, les Allemands. Donc, globalement, si vous vous baladez partout en Europe, votre véhicule électrique sera très propre en France ou même en Suède, qui sont très bons sur les énergies hydrauliques, et éoliennes aussi, que chez nous, très nucléaire, alors qu'en Allemagne, votre véhicule, il n'est pas si propre que ça. Et donc, c'est très compliqué en fait un véhicule électrique à aborder. Et si on prend la moyenne européenne, évidemment que le véhicule électrique va faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C'est évident, on n'utilise plus de pétrole. Néanmoins, il y a quand même une part non négligeable dans la production de la voiture, dans la production de la batterie, qui font qu'on gagne. Et donc, si on enlève tous les véhicules électriques, toutes les voitures thermiques et qu'on les met juste en électrique, évidemment, on va quand même baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a quand même d'autres choses. D'autres choses, c'est quoi? C'est l'hydrogène. Donc là, excusez-moi pour les données en anglais. Vous avez à gauche un véhicule diesel, donc on voit, ça émet énormément de kilogrammes de CO2 sur toute une vie. C'est principalement du fait de l'utilisation du diesel. Le tout petit ici, c'est un véhicule électrique basé sur le mix énergétique français en 2023, donc en gros à peu près celui actuellement, même si Macron veut fermer encore d'autres centrales nucléaires. Et vous avez les trois prochains qui sont une voiture avec l'hydrogène. L'hydrogène qui ici, le steam reformer, le vapoformage du méthane. Le vapoformage du méthane, c'est brûler du pétrole, du gaz, ou du charbon pour former de l'hydrogène. C'est 96% de la production mondiale d'hydrogène qui est faite comme ceci. C'est de l'hydrogène dit gris à partir de dérivés du pétrole. Seulement 4% est fait à partir d'électrolyse. Qu'est-ce que c'est l'électrolyse? On part d'eau, on met un courant électrique dedans, je schématise, et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a séparation des deux éléments de l'eau, et donc on peut utiliser cet hydrogène pour ensuite l'alimenter dans une pile à combustible. Et c'est ce critère-là, c'est le moyen de production d'hydrogène qui est intéressant pour nous pour faire un véhicule propre, puisque si on le regarde, ça correspond à peu près au niveau du véhicule électrique. Un tout petit peu plus, bon, on n'est pas à ça près. Mais le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher à produire par électrolyse. C'est 3 fois
le prix du gaz naturel sur les marchés financiers, l'hydrogène par électrolyse. Il y a aussi des limitations technologiques. Ça nécessite des matériaux très spécifiques dans les électrolyseurs pour augmenter les rendements. Les rendements des électrolyseurs sont très, très faibles. Et donc, c'est une problématique de ne pas réussir à développer suffisamment l'électrolyse de l'eau, qui est une bonne solution scientifique, théorique, mais la mise en application et surtout à une échelle industrielle, c'est très compliqué. Et donc, pour conclure, sur tout ce que l'on a parcouru aujourd'hui, c'est qu'en électricité, dans le domaine de l'électricité, la situation est très préoccupante du fait d'une inactivité politique dans le domaine électrique depuis 40 ans. Que l'on n'ait pas prévu de sortir de nouveaux réacteurs nucléaires, si ce n'est un seul EPR dont on a mis 15 ans à construire et qui va peut-être sortir de terre l'an prochain ou dans 2 ans, c'est le risque. Et donc, c'est un pari très risqué de perdre notre indépendance électrique à l'échelle mondiale. On va devoir dépendre d'autres alternatives, et que ce soit l'intermittence où on risque d'avoir des coupures de courant très fortes ou du charbon, c'est dépendre de pays étrangers. Et donc, si on n'agit pas, on dépendra évidemment d'énergie fossile. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, pour cela, il faut relancer, mais je dirais même pas demain. C'est hier qu'il faut relancer un grand programme de reconstruction pour de nouveaux réacteurs nucléaires, et tant qu'à faire, les nouvelles générations, donc les EPR, troisième génération, qui sont beaucoup plus sécurisées que les secondes générations, qui permettent de produire aussi beaucoup plus, presque 2 fois plus que les réacteurs nucléaires qui produisent le moins en France. Mais tout cela, c'est dû notamment à un manque de formation depuis 20 ans, depuis 30 ans, et on pêche par le manque de main-d'œuvre et de savoir-faire, même de savoir, même plus de savoir-faire. On est en train de perdre même notre savoir en nucléaire. Et enfin, pour le transport, on a vu qu'il est indéniable qu'il va falloir aller sur une transition vers des véhicules électriques et hydrogène, sauf que pour l'hydrogène, ça nécessite évidemment de produire par électrolyse, sinon le bilan, en fait, c'est autant utiliser du diesel, sauf que la technologie n'est absolument pas aboutie à l'heure actuelle et les rendements sont très, très faibles, très pauvres, et ça coûte extrêmement cher. Il faudrait en fait augmenter le prix à la pompe au moins 3 ou 4 pour que ça soit rentable économiquement. Et enfin, pour les véhicules électriques, la majeure question que j'ai moins évoquée, mais qui reste très préoccupante, c'est le recyclage des batteries. OK pour développer le véhicule électrique, mais si on ne pense pas à une filière de recyclage des batteries, rien n'existera. Et j'ai une petite anecdote juste pour finir là-dessus, c'est que dans mon parcours dans une école de chimie sur Paris, il y a eu un consortium européen entre scientifiques de laboratoire, donc vraiment normalement l'étape 0 d'un processus industriel, un développement d'un processus industriel, c'est vraiment la recherche presque fondamentale. Et donc, il y a eu un consortium il y a 3 ans sur les questions de recyclage de batteries. Pourtant, ça fait 10 ans qu'on nous construit déjà des véhicules électriques. Donc, on pense toujours les problèmes à l'envers. Et donc, merci pour votre écoute et votre attention. Eh bien, merci infiniment à toi, Kevin, pour cet exposé, cette présentation qui a été extrêmement claire. Je crois, y compris lorsqu'on n'est pas connaisseur de ces sujets, c'était à la fois le bon niveau et une très bonne vulgarisation, j'ai trouvé. Allons à l'essentiel. Donc, il y a des questions, tu les as vues passer parce que Mathilde semblait que tu avais un œil sur la discussion en direct, oui. Mais peut-être vaut-il mieux que nos participants se questionnent oralement, ce sera plus vivant. Oui, ce sera plus dynamique. Eh bien, écoute, je les laisse s'exprimer. Peut-être pourrait-il y avoir une demande de parole.